Bien, bonjour à tous et merci d'être avec nous. Nous sommes vendredi 24, ce dernier vendredi du mois de février. On va retrouver nos deux amis habituels. Jacques Davila, bonjour. À toutes et à tous, bonjour. Isma Obenet, bonjour. Bonjour tout le monde. Un peu plus tard, Marilène Ferdi va recevoir Laurila Rinson et on va terminer avec Christian Cédès. C'est l'actualité. Ce sera bientôt un micro-trottoir sur la question du carême, qui j'en aura vivre carême là. Et puis on reviendra sur la décision du HAS, justement à propos des soignants suspendus. Mais avant, un petit hors-sujet, comme tous les jours quand c'est nécessaire. Et aujourd'hui, on va parler de Sonny Weeper, puisque vous savez que c'est l'anniversaire de la mort de Sonny Weeper. Il est mort le 25 février 1991. Et d'ailleurs, demain, au cimetière de Cap-Esther, il y aura quelque chose pour Sonny Weeper. Comme chaque année, les patriotes vont se rassembler et vont parler de Sonny Weeper. Alors, Sonny Weeper, faut-il encore le présenter? C'est l'un des plus grands poètes guadeloupéens de langue créole et aussi de français. C'est un militant. Il a été pendant la guerre d'Algérie, on le connaît, il revient ici dans les années après 67, dans les années 71-72. À ce moment-là, il contribue à la création de l'UTA, de l'UPG, mais aussi du PTG. Il est l'un des cofondateurs du SPEG, du GEG à l'époque, ça s'appelait le GEG. Le GEG, Syndicat Général de l'Éducation en Guadeloupe, avec d'autres militants. Et il décède à 50 ans. Ce 25 février 1991, un hommage lui sera rendu. Sonny Weeper avait produit cet ouvrage qu'on vient de voir, c'est Igname brisé, qui est na terre natale, mais aussi une pièce de théâtre, Somambile, qu'on ne connaît pas suffisamment, qu'il a présenté en Martinique et en Guadeloupe. Malheureusement, le texte de cette pièce n'est toujours pas disponible pour des raisons de succession, on va dire. Sonny Weeper, c'est l'un des grands poètes patriotes guadeloupéens. Il avait commencé d'ailleurs à Carnot. Il a été lycéen à Carnot. Il a gagné aussi aux Jeux Floraux très jeune. Et sa poésie a marqué toute une époque. Et du point de vue patriotique et guadeloupéen, on peut dire que la poésie de Sonny Weeper a inspiré beaucoup de gens, mais aussi a marqué ce pays. Et personnellement, en tant que Mounbasset, je me souviens très bien du poème Chien Varinou, Chien Vorinou, Chien. C'était à propos de l'affaire Swansky en mars 67, si je ne me trompe pas, oui, c'est bien ça. Et Sonny a produit un texte là-dessus, mais pas seulement sur ça. Il a, dans cette Igname brisée, terre natale, qui a été réédité il y a quelques années par les éditions Jason. C'est un livre qu'il faut lire, il fallait dire deux petits mots sur Sonny Weeper. Sans doute déjà qu'on aura quelques mots à dire. Ah oui, Isma aussi. Ah oui, Sonny était un camarade de lycée, un frère. Et je pense à lui avec émotion, à ses enfants, à sa famille plurielle. Et c'était un homme de fidélité, en amitié, jusqu'à son dernier jour. Et je rends salut à son fils et à sa fille, témoignage affectueux, parce que vraiment, en plus, il avait des qualités humaines que beaucoup de camarades, de compatriotes, de camarades de lycée, de camarades d'école ne peuvent ignorer. Seulement, il ne mâchait pas ses mots. Ah, ça c'est clair. Il était comme ah oui, il était comme son fameux poème que l'on oublie, Gendarme en bas de l'eau. Nas, oui, tout à fait. Ah oui, Sonny, c'est quand Ronald a dit son pour être flamboyant, vivant, mais son militant d'exception. Attention, d'exception. Oui. Courageux. Mouni ça il fait, ben, c'est les plus gros exploits en Guadeloupe, c'est Sonny fait en réalité. Mettez, par exemple, des drapeaux si l'habitat lumière capacité de oui, c'est vrai. Et pendant qu'il a monté, pendant qu'il a descendu, il a déboulonné ces habitants. Ça, c'est rien. Ouais. Mais nous voyons Sonny, il a construit ce syndicat-là. Mais aussi à l'UPLG aussi. Oui, il faut construire un fondamental à l'UPLG. Mais non, c'est comme un extraordinaire, son père énorme, mais courage et puis capacité de création et de vision, c'était puissant. On pense que Mad Max, c'est le cas qui est rentré le destinement. Tout à fait, comme Mad Max, effectivement. Ouais. Vous savez, passer par l'Iran, il est passé par Cuba. Oui, au moment, et puis il a été rentré.
Il était professeur à Capester, à Saint-Gessam. Il s'est posé le Capester. À Capester. Ben, hommage pour lui et pour la famille, nous voyons fausse. Voilà, messieurs, il faut nous parler de problèmes qui a aujourd'hui jour pour Madlou là toujours, rien pas réglé. Ah non. Et ça va venir de plus en plus mauvais, visiblement. Ah oui, ben oui, ça va, c'est comme une maladie déliquescence, une infestation, ça empire de jour en jour. Mais les associations encouragées par les quelques adhérents, les quelques consommateurs, les quelques usagers qui viennent tant bien que mal porter leurs doléances et participer, font que certaines associations, malheureusement elles ne sont pas aussi nombreuses que nous aurions souhaité, ont pu obtenir, après discussion, parce que nous sommes dans un état de droit, nous avons obtenu, certaines d'entre nous, un protocole d'accord avec la communauté d'agglo du Grand Sud Caraïbe qui a succédé à la communauté d'agglo du Sud Basse-Terre. Donc, les poursuites sont suspendues pour les aviatiers détenteurs, les saisies, jusqu'au 31, au 1er septembre 2021. Et nous allons entrevoir des réunions avec le SMJAG, ou alors nous ferons des états de droit, parce qu'il faut savoir que quelques militants indépendants, en dehors du traité, comme les associations ne sont pas encore toutes d'accord entre elles, ont déjà porté plainte au pénal pour la qualité de l'eau, et nous vous demandons de venir vous associer tout à celle-là, à ces plaintes. Mais nous avons aussi d'autres plaintes contre le SIAG et le SMJAG, au plan commercial ainsi qu'au plan civil, parce qu'il est anormal que les contrats ne soient pas respectés. Il faut savoir aussi, nous allons recevoir un complément à l'avenant de la CGS. Et dès aujourd'hui, ça a été acté parce qu'il y a une réunion entre le directeur régional des finances publiques hier après-midi et le préfet. Et hier soir, nous avons participé à une réunion fort longue à Basse-Terre avec le préfet qui fait qu'il a été engagé des dispositions pour lever le pied sur tous ces recouvrements forcés, les recouvrements indus, les insincérités, sans quoi nous irons au doigt et nous dégageons bien sûr toute responsabilité sur les ressentis et incivilités ou autre chose qui pourraient se produire parce que notre population a vraiment ras-le-bol. Il y a des gens qui font n'importe quoi, qui déposent des compteurs alors que nous avons été gentils, malgré des procès gagnés, n'est-ce pas Ismar? Nous n'avons pas été sur la place publique pour les signaler. Nous acceptons hors délai des renvois pour permettre aux gens de résoudre ces problèmes récurrents, chronique de manière apaisée, parce que nous croyons à une solution par l'apaisement. Nous sommes entre Guadeloupéens, nous devons pouvoir nous parler. Malheureusement, ce n'est pas le cas. Quand vous lisez des rapports, hier soir, je lisais un rapport, même le préfet était STB quoi, si je puis me permettre, parce que où les gens disent, au SMJAG, nous ne répondons qu'à 30% des appels. Ben, c'est un scandale. Il y a 178 000 abonnés à la Guadeloupe. Chaque dossier, c'est un cas de mécontentement. Les gens ne répondent pas aux usagers, mais essaient de forcer la recette. Alors, bien sûr, quand nous usagers, nous allons nous fâcher, mais ce sera pire que des barrages ou des trucs, parce que l'eau, c'est la vie. L'eau, c'est la chose la plus importante de l'espèce humaine, et les gens nous font n'importe quoi. Donc, on fait le tour des problèmes. Il y a la facturation. Il y a ce dont Ismar va parler là, cette non-potabilisation. Nous avons fait circuler depuis hier le décret de nouvelle potabilisation européenne. Et nous ne sommes même pas aux normes obligatoires françaises, alors que les normes européennes applicables le 1er janvier 2023 sont encore supérieures. Alors, que dire? Non, nous ne pouvons pas continuer comme ça. Il faut se retrousser les manches. Ce n'est pas parce que c'est difficile qu'il ne faut pas y aller. Il faut du courage, il faut de la détermination, il faut qu'on se mette ensemble pour y aller. 5 personnes décidées ont flanqué plainte. Il y a 2 plaintes qui ont été déposées, qui sont recevables par le parquet. Ensuite, personnellement, notre association étant membre d'une association nationale, nous avons porté une plainte contre le ministre du SOP dans une affaire d'eau. La plainte a été jurée recevable, tout ministre qui soit. Ça veut dire que nul n'est au-dessus des lois. Et que pour que ça change, il faut que ça dépende de vous. Il faut que vous ayez seulement le vouloir, la détermination de dire, moi aussi, en ravine avec les autres. Alors, une question, Ismaël, parce que si son 8 ans, considérer qu'il a été voulu abolir tous les anciens factis à le SIAG. Est-ce que c'est une information qui est dans l'air ou bien est-ce que ça n'a pas vrai, ça? Disons que ça, nous savons, c'est ça Jacques dit là. Ouais. Ça y a acté.
c'est que Abeli, en tant qu'ordonnateur, il décidait d'arrêter les poursuites, demander les comptables publics d'arrêter, il a réglé ça à l'amiable. D'accord. Alors donc, c'est même bien qu'on a fait tout partout. Heureusement qu'il y a une association, parce que c'est un travail les associations. C'est pour nous là, ça là pourquoi établi. Parce que tant qu'on est en accord, que nous n'avons qu'à ordonner de prendre l'argent là, demander d'arrêter. Pour ta blague, est-ce que vous comprenez? Et que prend l'argent qui pas adoré monde. Parce qu'avec Saint-Rose, je crois saisir l'argent monde de 2008. On a fait quoi. Bon, l'argent, il y a fait on a plein de coups, il y a fait il y a dit ça c'est pas sérieux. Bon, alors je voulais parler d'un sujet qui est important. Nous avons évoqué ça parce que pourquoi ça fait l'autre tabac? West son article, il a dit un article là, il a dit dans 10 ans, bon PPP, toutes les eaux de baignade en Guadeloupe qui est polluées effectivement. Et c'est vrai, ce qui est terrible, c'est vrai. Et excuse-moi, précise, baignade en mer ou baignade en rivière? En rivière. Parce que si la mer polluée, c'est la rivière polluée aussi. Alors, dis-nous, c'est facile à comprendre. Toute l'eau qui descend dans la mer, et toute l'eau, par exemple, quand on va dans ces rivières-là. Parce que, ni plusieurs types de pollution, nous voyons tous ces là, ça, quoi, pollution. Regardez bien, les germes qu'on va trouver, c'est Escherichia coli. Toujours déchets animaux, etc. Et bactéries coliformes. Dans ces eaux de baignade là. C'est quoi c'est ça. Mais non, mais on va trouver un droit au Binière aussi. Alors, je me dis, pourquoi ça grave? C'est parce que 80% des stations de traitement, ils sont pas aux normes. Alors, c'est incroyable ce pays là, ça. Comme on n'y pas ni de l'eau, il peut garder la pollution, parce qu'il n'y a pas ni de l'eau, l'eau en vital. Mais de l'eau là, c'est un problème. Mais c'est très important parce que nous avons un pays. Ces stations-là, du fait que, regardez bien, tout partout quoi passe en Guadeloupe, quoi sentir la Guadeloupe, quoi sentir mauvais. Tout partout, passer Saint-Ouen, passer Sainte-Anne, passer putain. Pourquoi ces stations-là pas au norme, il y a débordé, c'est de l'eau à la pile, la rentre dans ça, il a fait ça à vine, il a porté tout ça qui a coulé en chemin là, et tout ça qui a coulé en chemin là, il y a un rivière. Alors, mais ce qui est grave. Et il pénètre la nappe phréatique aussi. Oui, bien sûr, il y a pollué, qu'on chlordécone, nappe polluée, phréatique là. Pas que le chlordécone, tous les pesticides. Oui, tous les pesticides, mais comme chlordécone, les autres pesticides, dialyne, etc., ils arrivent en mer là, ils polluent, ils sont obligés de mettre des zones pour ne pas pêcher. Mais ça est grave pour nous, il faut savoir ça, c'est que là où vous voyez, il y a un mer là, on t'a expliqué ça, c'est qu'en fait, il a pollué la mer, qu'il a pollué, il a pollué mangrove là, il a pollué qui ont une zone de reproduction, mais qui pollué ces corails là, c'est les coraux. Quoi fait ces bancs là, il y a là. Son côté important, ça fait jouer même rôle qui ont forêt. Quoi les forêts là, les coraux, par exemple, là yo, pour la grande barrière de quoi, etc. Les coraux là, c'est très très important pour protection à plage, la protection habitante là, mais aussi pour reproduction à poisson. De la formation moins biologie. Eh bien, nous avons par exemple, là il y a un corail là, et quand il a tué, c'est tout poison là, mais c'est notamment les pollutions d'azote aussi. Hein. Alors, au fur et à mesure qu'il y a blanchiment des coraux, parce qu'à partir du moment qu'il y a une blanc mort, sinon ils vivent, on va voir un match. Pas qu'il faut ici, c'est un lot, parce qu'il y a brûlé, c'est des polypes qu'on a animaux de mer, il a brûlé, qui n'ont poison en bouteille. Donc, c'est quoi là? Là, il est mort, quand il est arrivé à présent, c'est qu'en réalité, toute chaîne alimentaire là comme disparaît, les poissons qu'il a, poissons péro, que sont là nous avons bien mangé là, il ne peut pas y poisson à roche, poisson à nas, etc. Ces belles poissons roses là, toutes belles couleurs là, il ne peut pas là. Alors ça il a fait, il est mort. Donc en réalité, ça comprend, ça a tué. Et nous le deuxième bitin qui a fait tuer quoi là, c'est pollution quand même agricole, c'est là où vous voyez par exemple azote. Là, vous mettez les excès d'engrais, et passant là, et il a fait que si vous voulez, quand il y a un paquet de prolifération végétale, il a couvert quoi, il a tué aussi. Alors, nous devons voir dans une situation impossible. Parce que si nous ne pas résoudre ça, parce que si nous perdons tout ça, nos richesses à l'envers, nous finissons. Mais dans le monde, sont milliards de monde, ils vont dans une situation impossible à vivre si vous continuez, mort de courroux, continuez faire comme ça. Donc, nous, Guadeloupe, en commençant, il faut nous rédiger nous pour trouver un système pour mettre des stations au nord. En tout cas, c'est inadmissible. Et quel que soit côté là, on passe là, ils font un lotissement, là, on regarde ça pas au nord. Au départ, ils ont sous-estimé. Pourquoi, si vous économie, vous voulez faire? Parce que quand nous avons un tremblement de la fête, nous entendons ça en Syrie et en Turquie, mais le monde mort, parce que c'est Kazavati ou non, mais on le monde mort. Mais souvent, nous avons fait ça. Pourquoi font un lotissement? Pourquoi mettre 400 logements par des villas, hein?
Ils font une petite station d'épuration. Et puis, là, regardez, comme ils savent qu'après ça, ils tombent dans l'espace public, les communes, etc. Mais c'est comme ils n'ont pas de l'argent. Est-ce que vous comprenez? Ils n'ont pas leurs compétences non plus. Mais ou impossible pour passer au côté, les fonds lotissement, parce qu'après tout ça, quand on mange, là, ils sont celles catastrophes. Nous, il faut que nous assumer la responsabilité. Il faut que les autorités fassent ces assumer la responsabilité. On peut contrôler le lotissement là, quoi faire. Quoi dire non, ni tant de monde, parce que nous, on quantité de biens qu'à traiter, ça aux normes, ça traité. On ne peut pas mettre pollution à pied. Si nous 400 logements, nous au moins près de 800 personnes, plus de 800 personnes, on ne peut pas mettre un bitin pour 200 personnes. Et qu'après ça. Il y a un autre problème, c'est non seulement c'est que la collectivité en charge responsable n'a pas les compétences, car il faut savoir que l'Office de l'eau prévoit des taxes pour l'assainissement. Elles sont perçues quand vous payez vos factures d'eau et elles n'ont pas été reversées. Et si bien que l'on demande aujourd'hui à l'Office de l'eau de participer à la remise en état des stations d'épuration, ce qu'elle ne peut pas, le paiement pour compte de tiers n'a pas été fait par les gens qui avaient en charge de le recouvrer et qui l'ont recouvré. Absolument. Donc on se retrouve, nous espérons arriver à un accord rapide avec les services publics pour pouvoir récupérer ces sommes qui doivent être versées à l'Office de l'eau pour qu'elle puisse financer les programmes de réhabilitation, parce qu'il faut non seulement réhabiliter, mais il y a aussi de construire des trucs. Vous avez une commune de Guadeloupe qui s'appelle Petit Canal, elle n'a pas un réseau, et l'on vient proposer déjà des stations d'épuration. Comment allez-vous aller à une station d'épuration si vous n'avez pas un réseau public? Ça, c'est le premier point. Toutes les communes de Guadeloupe ont des fosses septiques qui sont des puisards. Un puisard, c'est un trou dans la terre où on les verse de la matière fécale et des eaux usées. Ça veut dire que nous avons un champ de mines de pollution qui est en train de polluer le pays. Je l'ai baptisé personnellement, mes propos d'engagement, comme moi, comme d'habitude, j'assume. C'est le Vietnam de la Guadeloupe. Le champ de mines. Chaque pollution est en train de polluer la nappe phréatique et la nappe littorale, car nous avons une nappe littorale qui fait tout le circuit. Ça ne peut pas durer. Nous sommes en train de tuer notre pays, sans compter toutes ces bouteilles en plastique d'eau consommée qu'il faut détruire, qu'il faut recycler. On en trouve partout de plus en plus. Notre pays n'est pas... On ne peut pas dire, je cite Madame Doloire, la Guadeloupe est belle, n'en faisons pas une poubelle. Alors, pour question en plastique là, il y a une solution. Il faut chaque usager pour une responsabilité à eux. Parce que ni des côtés, on va traiter plastique là, on va remettre en valeur, recycler. Donc, ça possible. Moi, par exemple, j'étais pour bouteille en plastique, un pont poubelle, on va mettre dedans, là, on va mettre là pour point. Alors. Mais on te veut juste poser une question quand même, Ismaël. Les affaires, c'est côté là, on va traiter de l'eau là. Station d'épuration, les 18 stations. Pas de moyen pour. Ça n'a pas prévu pour les gens pour mettre ça au point? Oui, mais je veux dire, comme dit c'est on peut traiter en quantité. Oui. Mais après qu'il pas là, mais il pas aux normes. Il est trop petit. Il est trop petit pour quantité. Est-ce que la SMERG já prévoit de ranger ça? Eh bien, tu voulais. Elle n'a pas les moyens. Elle a l'intention, le verbe. Mais c'est dépassé par les problèmes. Mais en cas de encore une fois. Excuse-moi, je fais une... Dans sa commune, le problème dont il est au courant, attirer l'attention, on a fait le nécessaire. On a fait une DSP exceptionnelle, déclaration de service public, pour résoudre un problème partiel d'assainissement. Ah oui. Ces gens-là sont tellement incompétents et médiocres, pour reprendre les propos du président de la commission eau du département, M. Ferdi Louisi, concernant son collègue président du SMJAG, il a traité d'incompétent. Ils n'ont pas pris le périmètre qui manquait. Il manque de la surface, donc des sections habitées, qui n'ont pas droit au traitement de l'assainissement. Alors qu'il y a un réseau qui existe et qui déborde dans les ravines du Lamentin. Oui ou non? Souvent. Est-ce que c'est normal, ça? Ce n'est pas sérieux. Alors, donc, on dit que c'est une question de... C'est les moniques à contrôler, mise en place à ces bidons-là, déjà. Parce que tout patron, même bidon-là, il a fait un lotissement. Donc, mon a fait station d'épuration là. Mais il a fait ici, son bidon au moins, il a pour 800 000, 1000 personnes, il a fait pour 300 000. Et, regardez, au départ, vous voyez, donc il est arrivé, mais comme ça, il est trop petit. Oh, ouais, il surchargé, il a tombé. Et les gens qui sont en bidon là, ils étaient là avant, ils ne peuvent pas essayer de changer côté pour rester. Parce que, en cas de ça, il fait des procès. Le président Louisi, dernièrement, dans une intervention, dernièrement à l'Office de l'eau, disait qu'il avait une crainte dans sa commune où ça déborde dans la rue et partout,
d'avoir une épidémie de choléra. Absolument. Donc vous voyez jusqu'où on va. C'est peut-être excessif, mais enfin c'est anormal. Et ce problème qui existe au Lamentin, qui existe à la Boucan, à Sainte-Rose, dans des communes de partout où nous avons des stations. Je rappelle, effectivement, la défunte Mme Michaud-Chevry a été condamnée en tant que présidente de CSBT pour la station d'épuration de Capesterre, paix à son âme. Mais jusqu'à aujourd'hui, la station de Capesterre est en train de polluer tout l'environnement aérien, terrien, la surface de sol, le sous-sol, et déverse dans la mer. Le problème n'est pas réglé. Comment peut-on continuer comme ça? C'est inacceptable, c'est inadmissible. Nous sommes dans un état de droit et nous voulons pays évolutif et civilisé. Nous avons une présidente de la Société de l'environnement, mais que la présidente fasse le nécessaire, qu'elle intervienne. Elle est vice-présidente du conseil régional, elle est membre de la commission de surveillance où elle ne vient jamais. Ce n'est pas normal. Il faut que les gens assument les contraintes des fonctions, de leurs obligations et de les charges qu'ils ont acceptées. Alors, en cas de ça, à Saint-Rose, côté, c'est moi qui défends Kalasa, vous avez fait un assainissement, mais il a gardé. Si il a sorti, il a tombé directement en rivière. Ça ne me surprend pas. Il n'y a pas de station d'épuration, mais comme des pays alors que si il a sorti, il a tombé en rivière là. Et bon, non, tout est au rivière là, il a tombé directement en rivière là. Ah oui, oui, je l'ai constaté à la Boucan. Il peut me traiter. Donc, alors, en plus de dire globalement, là, on va avoir un rapport entre usagers, un usager quelconque, et si vous n'avez pas ça. Et puis, on distributeur d'eau, on n'a qu'à traiter là. Moi, c'est comme dire, il a toujours une raison. C'est pourquoi? Quoi de l'eau, comme dire, son piéton, quand on voiture, parce que il a toujours une raison. C'est vrai. C'est ça, les relations, ça radio. Mais c'est même piéton là. Pourquoi? Souvenez-nous dans une situation, quand vous avez un problème à la station d'épuration, vous avez un problème à l'eau là. Mais vous avez un problème à la qualité de l'eau là. C'est un problème. Parce que, dans la qualité de l'eau là, c'est qu'en fait, là où, en point de l'eau là, en septembre, côté nous, on analyse à l'ARS Cabao, bactéries coliformes, bactéries Escherichia coli, etc. Il est interdit au point de là. Mais le problème, c'est que là, il faut analyser un mot de l'eau là. C'est ça qui a fait que mon là, on ne peut pas boire de l'eau là. Et dans le cas du Nier sans moyen, il prie dans ça, il est très colère. Parce que si vous voulez, malgré qu'il n'y a pas de l'eau là, mais il a baigné quand même. Donc, accident dermatologique sur la peau. Mais ceux qui vont chez le coiffeur faire des shampoings, excès de chlore. Pour ces médecins, voilà, pour ces médecins-là, tu tires ça aussi, et bien c'est un petit traitement. Hein. Donc, on a facture là-bas qui mais facture là. On fait facture à traitement, etc. Donc, en plus, il faut comprendre que nous avons un problème grave, nous avons un problème de qualité de l'eau là, et les gens pas ni de l'eau. Les gens en tour d'eau. Mais nous pas les amis. C'est là SMGAG. Il a fait programme à tout d'eau, expliquer ça. Tout d'eau pas qu'à exister. C'est interdit. Et loi là, 29 avril 2021, qui a dit que ça crée là, en cas de loi là, on peut pas mettre ça parce que ça il a dans la législation. Et puis il a ajouté ce texte là. Eh bien, là, on voit au panier de l'eau, comme il y a un incident, syndicat là, doit être organisé pour usager de l'eau. Donc, là, on voit mon panier de l'eau. Là, on n'a pas ni de l'eau, bon de l'eau. Là, on n'a pas ni station d'épuration, il ne peut pas sortir à l'entour de la et comment il paye une facture? Comment il paye quoi? Alors, on voit dans un rapport, là, il va dire oui, ni 25% des payés. Oh, 25%, mais nous avons payé. 75% nous avons payé. Après, quand ils font une crise, mais forcément, on assume les responsabilités. Un service public, son service public. Il faut bas mon de l'eau de qualité. Il faut traiter aux usages. C'est là parce qu'on comprend l'argent et ça très cher. Ah ouais, assainissement là, il piche qui nous il piche. La taxe de l'assainissement est une des plus élevées de France, elle est au maximum de la règle. Ah ouais, au maximum, il piche. C'est presque, de mémoire, 50 centimes d'euros par mètre cube d'eau. C'est énorme. Alors, supposons qu'ils vous ont couillonné ou qu'ils ont fait de leurs excès habituels dans le volume d'eau, ils se retrouvent automatiquement dans le volume parce que vous payez en plus une taxe sur le prélèvement sur la quotité. C'est-à-dire que c'est l'eau qui a été prise dans la rivière ou dans le captage. Ça ne veut pas dire que c'est l'eau qui est arrivée dans votre robinet. Absolument. Ah, et quand vous faites le total des taxes, vous vous retrouvez à plus d'1 € par mètre cube. Et sinon, bien encore à dire rapidement, c'est que si vous voulez, on l'eau usagée, et vous gagnez ça sur en France, de l'eau là, il a rentré en robinet là, quand elle a marqué là, à pas même quantité de l'eau usagée qui a sorti.
Parce que de l'eau qui partir en tout sens. Oh, il y a facturer exactement ça, il rentre en compte là. Parce que si par exemple, on prend 30 mètres cubes de l'eau et on consomme 30 mètres cubes de l'eau, il rentre en compte là, eh bien, c'est comme 2 cubes d'eau usée. En France, il faut un abattement de 15%. Ben oui. Il faut un abattement de 15%. Tu dois même plus. Parce que tu laves ta voiture, tu arroses tes fleurs. Ou quand la casa, tout le monde a tombé par un homme dans le moment, etc. Ou à oser fleurs, etc. Mais, il faut faire, depuis tout ça est passé en compte là, et puis il faut facturer comme eau usée. Vous voyez? Dernier mot, Jacques. Ah oui, je souhaite que vous venez nous apporter vos témoignages pour les plaintes. Nous avons demandé d'adresser vos associations qui ont le lien qu'il faut pour remplir l'imprimer. Vous n'avez pas d'avocat à payer, nous le prenons en charge, c'est réglé. C'est pour une plainte. Tous les mécontentements que vous avez sur les problèmes sanitaires, les problèmes de potabilité, tous les ennuis que vous avez, donnez-les-moi en témoignage, donnez-les-nous aux associations pour que nous fassions le nécessaire. Il faut faire ça avant le 15 mars pour que l'affaire passe rapidement. Merci, messieurs. On se retrouve bientôt et on prend la première pause. On se retrouve tout à l'heure pour la suite. On va recevoir Marilène Ferdi et Christian Sylvestre. À tout de suite. Ah bah, voilà, il est 13h05. C'est l'heure de ICC News et c'est tout de suite avec Madame Marilène Ferdi. C'est parti. Culture et Cinéma News, c'est tous les vendredis à 13h dans le ZCL. Bonjour Marilène. Bonjour Danick. Tout va bien? Oui, très bien. L'année, bon, voilà, l'année continue, hein, donc on a déjà scruté les vœux, mais bon, on va encore... Non, on ne va pas le refaire. Non, on ne le refait pas. On ne refait pas. Bon, alors, aujourd'hui... Mais aujourd'hui, premier indice, on reçoit une femme, une jeune femme. Oui. Une jeune femme. Alors moi, tu sais, j'aime bien faire un sondage autour de moi quand je reçois une personnalité pour un peu avoir un retour, savoir comment elle est perçue. Et quand on parle d'elle, dans tous les milieux, hein, au niveau de l'éducation nationale, universitaire, mais aussi dans le monde, dans son milieu, dans son secteur professionnel, on ne va pas encore en parler, enfin, c'est la culture, parce que de toute façon, notre chronique porte sur les métiers de la culture. Il y a un mot qui revient souvent, c'est l'excellence. Et c'est l'une des raisons aussi qui m'ont dit, mais ça c'est bien. Donc beaucoup de profs d'université ou de scolaires nous ont dit, c'est très intéressant d'avoir cette jeune dame à ta chronique pour inspirer nos jeunes et leur montrer que c'est possible, eux aussi, ils peuvent y arriver. Voilà. Bien, je vois à peu près. Alors, on n'est pas dans le cadre du cinéma et l'audiovisuel, oui. On est dans quelque chose de plus général, mais qui peut aussi avoir trait à l'audiovisuel et cinéma. Mais c'est plus général. En tout cas, la culture. Forcément. Globalement. Alors, je vais donner quelques indices. Alors, elle est née en Guadeloupe. Elle a grandi en Guadeloupe, cette jeune dame. Elle a fait toute sa scolarité en Guadeloupe. Elle a suivi un cursus plutôt scientifique. Elle a eu son bac scientifique. Et comme tous les jeunes Guadeloupéens, elle a poursuivi ses études en France. Alors, ce que je vais ajouter quand même, c'est que la particularité, c'était quelqu'un, alors on va pas dire de timide, plutôt réservé, plutôt en retrait, qui aimait bien observer, analyser. Il semblerait que elle s'intéressait à la psychanalyse, comme elle y a pensé en termes de métier. Et puis, quand elle a vu la longueur des études, elle s'est dit, bon, non, moi, c'est pas trop mon truc. Et elle a fait un parcours d'hypocagne. Tu arrives à voir? Toujours pas. Elle a fait un parcours d'hypocagne après son bac scientifique. Et donc, à Hippocagne, donc elle avait des exercices à faire, pratiques. Et l'un des exercices constituait à aller au musée du Louvre, que tout le monde connaît, et à analyser des tableaux de grands maîtres. Voilà. Et donc, ça a été un déclic pour sa carrière. Est-ce que tu vois tout? Tu vois toujours pas? Le Louvre, musée... Non, continue les éléments. On continue. Alors, il faut savoir que, bon, Hippocagne, c'est vrai que c'est prestigieux. Tout le monde, on n'y rentre pas comme ça. C'est le high level. Et moi, quand je pense à Hippocagne, je pense aussi aux étudiants du lycée Gerville-Réache qui font la prépa lettres.
et que certains se destinent. Alors, il faut savoir que la particularité, c'est qu'elle n'avait pas une idée précise à ce moment-là du métier qu'elle voulait faire. Elle suivait ce cursus et elle travaillait bien à l'école Bon Élève, puisque c'est vrai qu'on est dans cette période d'orientation avec Parcoursup. On a peut-être des jeunes qui se retrouvent dans le même cas de figure qu'elle, puisque tout le monde... C'est vrai que le système nous envoie des injonctions où à tel âge, on doit choisir son métier, tel autre âge. Mais tout le monde, on doit choisir un projet professionnel, mais chacun doit aller à son rythme, et ça a été son cas. Mais elle a eu un petit coup de pression quand même, parce que sa maman s'est dit, bon, ben c'est bien, travaille bien à l'école à Hippocagne, mais bon, c'est bien gentil, mais va faire quoi comme métier, ma fille? Donc, elle lui a mis un petit coup de pression, et tu sais ce qu'elle a fait en réponse? Elle a suivi un double cursus après Hippocagne. Elle a fait un cursus, le cursus du Louvre et le cursus du Conservatoire de patrimoine. Et elle les a tous les deux réussis. Donc c'est qui? Ça peut être que Lorella. Bonjour Lorella. Bonjour Marianne. Ça s'est un peu passé comme ça? Ça s'est, oui, presque exactement passé comme ça. Merci beaucoup pour ce beau profil. Alors moi, la question que je pose, c'est est-ce que c'est lors de cet exercice d'analyse de toile de maître que le déclic s'est fait pour pouvoir devenir conservateur de patrimoine et commissaire? Alors effectivement, dans cette année-là, il y a deux moments. En réalité, il y a celui-là et puis il y en a un autre dont je vous parlerai aussi. Mais c'est vrai que pendant l'année d'Hippocagne, je me suis profondément ennuyée. J'étais pas du tout préparée à ça, aux attentes. Et en fait, j'avais un peu choisi ce cursus-là parce que les classes préparatoires permettaient de continuer à être dans un lycée, donc il y a un encadrement, une classe, et de ne pas être lâché à l'université. Et puis effectivement aussi, c'était un cursus un peu où il y avait une sélection et donc qui permettait... alors, une chose, de s'assurer d'être à Paris, parce qu'à l'époque, il y avait aussi cette question-là. Normalement, selon les domaines choisis, si ce qu'on choisissait était fait dans les Antilles-Guyane, on ne pouvait pas en fait s'inscrire dans une université hors des Antilles-Guyane. Et après, voilà, selon le cursus, on pouvait être redirigé vers telle ou telle université. Et donc moi j'avais quand même plusieurs options. Je m'étais inscrite à plusieurs choses. C'était plus facile quand même que Parcoursup, dont je sais rien aujourd'hui, mais j'ai l'impression que c'est extrêmement compliqué. Et du coup, mais je voulais surtout être à Paris. C'était ma seule, mon seul objectif. Et être en Hippocagne, c'était s'assurer d'être inscrit dans un établissement d'enseignement supérieur à Paris. Donc j'ai dit bon ben ça c'est bon, on va faire ça. Et évidemment en Hippocagne j'ai un peu découvert que la disserte de philosophie pour laquelle on aurait eu 16 au lycée, ben, on avait 4 en fait, hein. Et que finalement les gens qui étaient là, eux, ils avaient été préparés à être en Hippocagne depuis la maternelle. Moi, j'étais au lycée Chaptal, dans le 8e, donc il y a aussi ça dans les classes préparatoires, qu'elles soient littéraires, économiques ou scientifiques. Mais dans le domaine littéraire, évidemment, la culture générale compte beaucoup plus que dans le domaine scientifique, où bon, quand on sait compter, qu'on comprend les équations, on n'a pas le background personnel, familial ne va pas influer. En revanche, dans le domaine littéraire, selon le lycée dans lequel on est pour faire son Hippocagne, évidemment que toute la culture engrangée et puis toute la préparation faite depuis la maternelle compte énormément. Et donc c'est effectivement cet exercice-là, c'est dans cet exercice-là que je me suis le plus, que je me suis retrouvée en fait finalement, parce que tout le reste, j'avais un peu l'impression que c'était des redites de la terminale, mais sauf que j'avais des moins bonnes notes, et donc c'était pas du tout, c'était un peu frustrant. Et aussi cette année-là, quand je suis rentrée en vacances en Guadeloupe, donc mon oncle et ma tante étaient partis aux États-Unis, et ils avaient à Washington, et ils avaient visité tous les musées de la Smithsonian. Et il m'avait ramené toutes les brochures, en fait, parce que, bon, aussi, je m'intéressais déjà à ça, et de ces musées, et notamment le Musée national d'art africain,
Et donc là, j'ai découvert l'art africain par le biais de ces brochures-là. J'avais quand même déjà passé 1 an à Paris, mais j'étais pas allée en fait au contact des collections africaines parce qu'à l'époque, elles étaient au musée de la Porte Dorée, c'était loin, il n'y avait pas de communication, donc je savais même pas que ça existait en fait. C'est vraiment c'est à Sainte-Anne que j'ai découvert l'art africain par le biais d'une brochure et notamment une petite figure de Côte d'Ivoire, une sculpture de Côte d'Ivoire qui a vraiment qui m'a ouvert un autre horizon parce que tout ce qu'on nous avait dit sur l'Afrique, moi tout ce que j'avais entendu sur l'Afrique, toute l'image qui était véhiculée par les médias ne correspondait en rien à ce que cette sculpture véhiculait. Et donc ça c'est un intérêt. C'est un intérêt qui est né là et qui ne m'a jamais quitté et qui n'a fait que croître en fait au fur et à mesure que j'en ai appris plus sur les collections africaines. Très bien. Donc c'est bien à cette période-là, donc durant Hippocane, cet exercice que tu as fait au Louvre, d'analyser les tableaux de grands maîtres, que le déclic est venu pour... Alors moi, je voulais aussi, donc dans tout ce que tu as dit, je retiens une chose. Donc moi, je reprends ma casquette éducation nationale. Pour tous les parents qui nous écoutent, les jeunes et même les adultes qui sont en phase de réorientation, c'est que cette phase d'école préparatoire peut être intéressante pour faire maturer son projet et pourquoi pas avoir d'autres horizons, avoir des ouvertures, puisque chez nous, c'est vrai qu'on n'a pas cette culture en termes de musée parce qu'on n'en a pas suffisamment. Et donc, le fait d'être à Paris, d'avoir eu cette opportunité, même si on a vu l'influence familiale a beaucoup joué de façon indirecte. Oui. Alors, c'est vrai que moi, j'étais pas une excellente élève, et ça, je voudrais aussi le dire pour rassurer les parents, mais aussi les élèves. En fait, j'étais une élève plutôt moyenne, parce que je faisais le strict minimum. et donc, j'étais studieuse, hein, j'étais exactement ce que tu as dit. Hein. Alors, je lisais énormément, mais dès que j'ai su lire, hein, je lisais à table, je lisais tout le temps. C'était compliqué de m'enlever un livre des mains. Et rien d'autre ne m'intéressait, mais j'étais pas une élève, j'étais au milieu quoi, j'étais absolument pas dans les premiers. Et alors suffisamment pour entrer en classe préparatoire et suffisamment pour aller à Chaptal, mais j'étais pas dans la compétition, ça m'intéressait pas du tout. Et c'est vrai que c'est un moment aussi où on se révèle, et c'est aussi en ça que ça peut rassurer et les parents et les élèves aujourd'hui, c'est que quand on est... c'est que ce moment de classe préparatoire littéraire où on nous ouvre en fait énormément d'horizons, à partir du moment où on va s'intéresser à quelque chose, là moi j'ai décuplé mon attention, mon implication dans le travail, et typiquement ce double cursus, ça m'a demandé énormément, et pendant 10 ans, quand tout le monde allait en boîte, boire des verres, tout ça, moi je pouvais pas en fait, parce que quand j'avais terminé l'école du Louvre, il fallait que j'aille à la bibliothèque jusqu'à 10h, parce qu'on avait la chance que Beaubourg, et c'est encore le cas aujourd'hui, ouvre jusqu'à 22h, mais ça ouvrait aussi le dimanche, et donc ma semaine elle était complètement bouclée par tout ça, et donc je suis passée de l'élève qui en faisait le moins possible à finalement l'espèce de petit gaffiot sur pattes et puis aussi parce que j'avais énormément à rattraper par rapport aux autres. Quand je suis arrivée à l'école du Louvre, j'étais en contact avec des gens qui étaient allés au Louvre toute leur enfance, qui étaient préparés à ça, qui connaissaient déjà tout en réalité. Et moi, je devais tout apprendre. Voilà. Alors moi, je vais ajouter, alors ce qui est important, c'est qu'on remarque souvent qu'une fois qu'on a... que les jeunes, ou les moins jeunes, on est clair sur ce projet, la motivation, et on le voit comment elle a pu faire ce double cursus. Alors je vais quand même ajouter que pour ce métier de conservatoire de patrimoine, ça nécessite d'apprendre plusieurs langues. Bon, c'est vrai, l'anglais-espagnol obligatoire, donc Laurie la parle anglais-espagnol couramment. Et créole aussi. Créole aussi. Mais alors, ce qui est plus surprenant, c'est que se débrouille dans le swahili. Ah bon? Oui, dans le suédois et dans le néerlandais. Ça, c'est plus moins commun. Mais moi, j'aimerais qu'elle nous dise en quelques mots, est-ce qu'elle peut nous parler des deux métiers qui reviennent souvent, puisque c'est vrai que grâce à ce métier, elle a fait le tour du monde.
avant de poser ses valises chez nous, qu'est-ce que c'est exactement, en quelques mots, que le métier de conservateur du patrimoine et de commissaire? En quoi ça consiste concrètement? Alors, c'est très différent, hein, conservateur du patrimoine et commissaire d'exposition. En revanche, les conservateurs du patrimoine sont automatiquement commissaires d'exposition. L'inverse n'est pas vrai. Alors, conservateur du patrimoine, ça demande en fait avant tout une connaissance de la conservation des objets, des collections, des monuments. Donc on peut être conservateur soit de musées, mais aussi en archéologie, archives, monuments historiques, inventaires sont les spécialités. Et ça demande d'avoir en fait ce rapport à l'objet très particulier, de pouvoir en connaître toutes les conditions de conservation et de pouvoir préserver en fait. Donc de connaître aussi toute la législation qui va avec ça. Et puis le conservateur du patrimoine, il est technique dans ce sens-là, mais c'est aussi un scientifique. Donc c'est quelqu'un qui aura développé une connaissance sur un domaine très précis. Donc moi c'est sur les collections africaines au départ, et puis après j'ai étendu alors c'était les collections africaines classiques, et puis j'ai étendu à l'art contemporain africain, et puis après à l'art contemporain de la Caraïbe, un peu de façon simultanée d'ailleurs, et en réalité je me suis un peu spécialisée dans les mondes créoles et les diasporas, mais ça demande donc en général les conservateurs du patrimoine ont fait une thèse avant, mais la thèse n'est pas une préparation au concours. C'est un des concours les plus difficiles de la République quand l'école a été créée dans les années 90, parce qu'avant les gens devenaient conservateurs de façon un peu plus informelle. L'objectif a été de créer l'ENA du patrimoine. Donc c'est vraiment au ministère de la Culture, c'est le corps des hauts fonctionnaires, et donc faire une thèse, c'est une dimension, mais c'est pas suffisant pour être un conservateur du patrimoine. Il faut avoir passé cette formation. Donc c'est conserver des collections ou du patrimoine, c'est enrichir, avoir la capacité de l'enrichir par des acquisitions, par le travail avec des artistes, et c'est diffuser, donc publier, et c'est finalement mettre tout ça en musique. Alors ça pour tous les conservateurs du patrimoine, et puis certains sont destinés à la direction d'établissement. Alors tous peuvent être directeurs d'établissement, mais après, ça dépend des parcours des uns et des autres. Et la grande distinction avec les commissaires, c'est que les commissaires vont... un commissaire d'exposition, c'est quelqu'un qui va transformer un sujet qu'il connaît bien en une exposition, mais il va devoir le faire en collaboration avec un conservateur du patrimoine. Et puis après, il y a les curateurs qui, eux, travaillent plus sur l'art contemporain. Mais ça, ce n'est qu'une dimension du travail. Voilà. Alors moi, j'aimerais, Lorella, pour finir, que tu nous parles un peu de l'actualité du MACT. Qu'est-ce qu'on peut voir, qu'est-ce qu'on peut découvrir au MACT en ce moment? Alors, on a une très belle exposition qui a commencé en novembre. Ronald Cyril est en résidence et artiste invité. Il avait déjà fait une première résidence qui était une résidence croisée avec le Pérez Art Museum. Et là, il est artiste invité pour un an. On s'est dit qu'on allait, pour répondre un peu aux besoins et aux demandes et aux discussions qu'on a pu avoir avec les artistes et la scène extrêmement dynamique qu'il y a en Guadeloupe. Il nous a semblé avec l'équipe que la formule de l'artiste invité pour un an permettait en fait de donner une disponibilité, alors un espace, un atelier pour créer, et puis une disponibilité d'esprit, et aussi permettre à l'institution de servir de tremplin, parce qu'on a vraiment des pépites, on a vraiment de très bons artistes, des artistes qui ont une envergure internationale, et on le voit parce qu'il y a énormément de visites, de passages là en ce moment au MACT, de personnalités importantes qui découvrent le travail de Ronald et du coup voient la Guadeloupe différemment. Donc on a cette exposition Tigritude, c'est le mot de Rolé Soyinka.
Le tigre ne proclame pas sa tigritude, il fonce sur sa proie et la dévore. Et c'est un peu, pour nous, c'est autant la personnalité de Ronald que finalement ce que le MACT aussi peut représenter dans le paysage muséal. Une proposition spécifique de ce que peut être un musée, et cette proposition spécifique parce que elle nous ressemble en fait. Très bien. Alors c'est vrai que nous avons eu Ronald, surnommé B-Bird. Donc on voit à l'écran, on aperçoit un peu son travail au travers de ce voilà, puisque ce sont ces alors ça ce sont les collections du MACT. Je ne sais pas si peut-être dans d'autres images, de toute façon on l'a reçu, oui. Et de toute façon on invite tout un chacun à venir découvrir cette collection. Voilà. Bien, c'est fini pour aujourd'hui. De toute façon, Loïla, on te recevra bientôt dans le ZCL, parce que nous avons d'autres vidéos à vous. D'accord. À bientôt. Merci. Voilà, eh bien, on prend la pause en attendant Christian Sylvestre qui sera notre dernier invité tout à l'heure, tout de suite. Voilà, dans un instant, on va recevoir Christian Sylvestre qui est déjà avec nous. Bonjour Christian. Oui, bonjour Daniel. Merci d'être là. C'est les Guadeloupéens. Oui, mais avant, on va faire un petit tour dans un micro-trottoir, savoir un petit peu ce que pensent les Guadeloupéens de cette période de carême. C'est parti. Pour moi, c'est de l'hypocrisie de faire 40 jours de jeûne et d'abstinence. Pour moi, c'est tous les jours qu'on doit faire attention, tous les jours qu'on doit chercher la présence de Dieu, qu'on doit se préserver. C'est pas du tout, je connais pas tellement cette pratique. Moi, je sais que c'est une période de jeûne, effectivement, après la période effectivement festive. Le carême, étant donné que je suis pratiquant, donc il faut savoir jeûner, donc et puis respecter les lois du Seigneur. J'aime trop la vie et que je laisse le soin aux autres de pratiquer leurs coutumes ou leur théologie. Non, je suis pas ce principe-là. Je suis pas là-dedans. C'est-à-dire abstinence d'une manière générale et puis aussi penser aux autres qui sont dans leurs besoins. J'y crois pas. Tous les jours, c'est les mêmes journées. Pour moi, cette partie de 40 jours et après les autres jours, on fait n'importe quoi. Pour moi, je trouve que c'est un peu hypocrite. Moi, ça ne change rien. Ça ne change rien. Le carême, il faut respecter les trucs de Dieu, quoi. Il ne faut pas manger de viande, déjà. Voilà, et manger du poisson et jeûner. C'est important. Comme ça, après, voilà, après, on a les idées plus claires, on comprend mieux de choses. Il y a une autre inspiration qui vient naturellement et il y a une notion de discernement qui fait qu'on voit plus clair. Et oui, c'est bien de s'abstenir à cette période. Franchement, ça ne me parle pas du tout. Parce que pour moi, le carême, c'est plus quelque chose de religieux et ça ne me concerne pas du tout. C'est une période où tout le monde est plus calme, mange autrement, etc., etc. Mais personnellement, je ne fais pas de carême. Pour le moment, le carême, pas grand-chose parce que j'ai un peu tourné la page. Ce sont des jours comme les autres. Il n'y a pas de... Parce que dans le carême, il y a des gens qui vont continuer à mourir et des naissances qui vont se faire. Donc, voilà. Je continue à manger ma viande et je continue à faire du bien autour de moi et à mes voisins. C'est ça le carême pour moi. Oui, je peux. C'est 40 jours. Oui, c'est possible. Oui, parce que bon Dieu l'a bien fait, donc il faudrait y faire aussi comme lui. Je sais qu'on doit manger du poisson et qu'on ne doit pas avoir des rapports sexuels. 40 jours sans rien. Sec. On coupe. Voilà, les avis sont vraiment partagés. Après la décision du gouvernement de revenir sur l'obligation vaccinale pour les soignants, réaction de l'UGTG, UTS, UGTG, c'est parti. Je pense que vous attendez parce que c'est le pays européen qui peut voter l'obligation vaccinale, c'est la France, c'est la Hongrie. Je pense que vous fait exprès des portails. Vous savez qu'en Guadeloupe, nous avons une immunité collective qui j'attend. Nous savons que le vaccin n'a pas servi à rien. Nous savons que nous avons des heures médicales à l'hôpital là.
sauf que nous business soignants. Donc, de fait, ce soit de la pure méchanceté, ce sont des compétences. Eh bien, il y a dit que l'HAS dit qu'il a supprimé l'obligation vaccinale là pour les professionnels de santé. Eh bien, à qu'à signaler les autres que Borne, qui ministre là, il te dit comme ça qu'il attend avis à l'HAS pour t'arrêter. Or, depuis le temps que l'HAS dit ça là, nous ne pouvons pas entendre rien en Borne. Donc, nous ne pouvons pas compter sur ça. Nous avons préparé nous. C'est un fait. De toute façon, nous tenons raison depuis longtemps de situation là ça. Donc là, nous attendons sans grand bruit. Nous connaissons l'État français qui a dit bitin, mais par contre, il dit qu'il peut mettre l'obligation vaccinale, il met l'obligation vaccinale. Il ne dit pas porter masque, il met porter masque. Enfin, une série de mensonges. Donc là aussi, nous passons. Nous passons puisque l'HAS, pas oublier que c'est le gouvernement aussi. Donc nous ne pas connaître. À niveau là, ça, nous ne pas connaître. Et le fait que l'HAS et que l'État attend verdict à l'HAS ou que nous attendons si l'HAS a trouvé que ça c'est des fautes professionnelles que eux-mêmes qu'a fait, parce que nous des familles qui ont pleuré, des familles aussi parmi les suspendus qui ont souffert, qui j'appelle Kazayo, qui j'appelle Zafayo, et par contre, ils ont gardé dignité à eux, mais malgré tout, il faut qu'ils portent en manœuvre parce que attendre alors qu'ils n'ont pas besoin de vaccin encore, c'est vraiment méchanceté et c'est vraiment punition qu'ils ont besoin de faire subir les soignants, mais aussi les Guadeloupéens, parce que les Guadeloupéens mal soignés, c'est eux qui prennent gaz aussi en pays là. Voilà, je signale que HAS est Haute Autorité de la Santé, c'est un organisme qui dépend du gouvernement français. Voilà, je voulais dire, Christian Sylvestre est avec nous. Christian Sylvestre, c'est le directeur de Nouvelles Étincelles, directeur politique, membre aussi du comité central du Parti communiste guadeloupéen. Christian Sylvestre, bonjour et merci d'être avec nous. Première question, très rapidement, puisque vous êtes capestérien, demain, c'est l'anniversaire de la mort de Sonny Rupert. Sonny Rupert qui est un poète et un militant que vous avez connu, il n'est pas si loin d'air d'ailleurs, de l'autre côté. Deux petits mots quand même. Sonny Rupert, c'est un Guadeloupéen que je dirais remarquable, qui, depuis très jeune, s'est quand même positionné à la fois sur le plan de son engagement pour le pays et également sur le plan littéraire. C'est quelqu'un quand même qui a marqué le pays, la vie du pays, par son parcours. Moi, je le connaissais, mais je l'ai rencontré très tôt à travers un des livres qu'il avait écrit, cet Igname brisé qui est Mathéo Natal. Oui, c'est un recueil de poésie. Un recueil de poésie formidable. Donc, et puis après, sur la fin de sa vie, effectivement, comme c'est vrai, il habitait non loin de chez moi, et on s'est rencontrés souvent sur le plan politique. On n'était pas toujours d'accord. Ah, vous n'étiez pas sur le même bord. On n'était pas d'accord sur le fond. Hein, sur le fond, on sait bien. Oui. Bon, on n'était pas d'accord par rapport aux objectifs politiques. Oui. Mais sur le fait que la Guadeloupe, c'était un pays dominé, colonisé, qu'il fallait le libérer, qu'il fallait la libérer, la Guadeloupe, on était d'accord sur ça. Bon, donc, à la fin de sa vie, on a souvent discuté. Ah, quand même? Ah, si. Il n'était pas fermé? On connaît Sonny Rupert. Et je peux dire ça. Il était un gars. Est-ce que je peux dire ça sectaire, rigide? Il pourrait dire pareil de vous. Hein? Il aurait dit pareil. Oui, il aurait dit pareil. Non, il était comme ça. Tu vois, il n'était pas facile hein, dans une discussion. C'était pas quelqu'un, à mon avis, qui était dans la nuance. Ah, bon, il était comme ça. Mais attention, c'était un homme intelligent. C'était un homme ouvert qui pouvait comprendre des choses. On a discuté, enfin, etc. Donc, demain, je serai là. Oui. Demain, j'irai au cimetière de Capestero avec les camarades de Sonny, etc. Honorer sa mémoire. Parce que c'est un Guadeloupéen qui, dans notre histoire à nous, récente, a une place pour toi. Même si on peut avoir des d'accord. De toute façon, c'est la Guadeloupe. Bon, alors, vous êtes là aussi, Christian Sylvestre, parce qu'il y a deux sujets sur lesquels on va intervenir. Vous allez intervenir. D'abord, cet appel que vous avez lancé pour les assises de la presse guadeloupéenne. Et puis après, il y a aussi une manifestation qui se fait à Saint-Claude de la part du PCG. Pourquoi cet appel de la presse? La presse est en si mauvais état que ça en Guadeloupe? Cet appel, effectivement, tire son origine d'une observation, une analyse que je mène depuis longtemps sur la situation de la presse en Guadeloupe, souvent sur le rôle de la presse, sur la fonction des journalistes. Ça fait quelques années que moi, je réfléchis sur cette question, que je publie des articles
sur cette question pour quand même attirer l'attention de mes confrères sur leur fonction, sur leur rôle dans notre société. C'est-à-dire que nous ne sommes pas des journalistes suspendus dans l'espace, nous ne sommes pas des journalistes occidentaux, etc. Nous sommes des journalistes guadeloupéens. Et Guadeloupe, c'est qu'elle est, c'est un archipel. Nous sommes des journalistes iliens. Alors, et d'autres diront, nous sommes des journalistes en pays colonisé. C'est ce que je dis, moi. Je peux comprendre. Je peux comprendre ce que je dis en général. Je peux comprendre ça aussi. Oui. Et je comprends ça très bien. Donc, c'est une réflexion que j'amène depuis longtemps. Mais j'ai lancé cet appel le 5 janvier parce que j'avais le sentiment, en écoutant les journalistes, en lisant ce qu'écrivent les journalistes, que nous avons aujourd'hui une responsabilité de recentrer notre travail, notre mission. Et c'est une chose pour les journalistes. Mais il y avait un problème que je voyais, c'est le problème des organisations de presse, les médias, les entreprises de presse. Que la presse, c'est quoi? Ce sont les journalistes qui font l'information, mais aussi ce sont les outils, hein, les associations, les entreprises, etc. Et je n'avais pas tort de poser le problème d'une réflexion sur le modèle économique qu'on doit mettre en place pour les entreprises de presse. Après cet appel, qu'est-ce qu'on constate? Or, il y a déjà 2 presses, 2 télévisions qui sont pratiquement disparues. Qui disparaissent. Oui. Il y a Éclair qui a été liquidé. Il y a Alizé, d'après ce que je sais, qui aussi... Mais il y a d'autres expériences. Archipel a disparu, la Une Guadeloupe, mais France Antilles, oui, qui il y a 1 an ou 2... Sur un fil, faut dire, sur un fil, il ne faut pas se faire division, hein, est aujourd'hui dans une démarche d'un plan de restructuration. Donc, il y a ce problème du modèle économique de la presse. Et puis, il y a les journalistes qui, à mon avis, doivent réfléchir sur leur fonction dans notre société. Nous ne sommes pas des journalistes pour faire dans ce qu'ils appellent le propos gay, etc., les histoires de chiens écrasés au bord des routes. Nous avons la fonction d'éducation, d'élever le niveau de conscience de nos compatriotes et de nous positionner dans la perspective d'émancipation de la Guadeloupe. Alors, je suis je dirais, pas surpris, ou alors agréablement surpris, de voir comment les journalistes, les confrères répondent à cet appel. Et il y a une adhésion. Il y a une adhésion des journalistes. Parce qu'il y avait une demande qui n'était pas manifestée, mais qui existait. Les gens pour dire que oui, effectivement, nous devons nous asseoir ensemble pour réfléchir. Il y a beaucoup de journalistes qui donnent leur accord, qui donnent leur adhésion et qui s'engagent à participer. Donc maintenant, il faut mettre en place le dispositif. Comme j'ai toujours dit, j'ai lancé l'appel en tant que directeur de l'Étincelle, mais ce n'est pas l'Étincelle qui va organiser les assises de la presse guadeloupéenne. J'ai même pensé un moment qu'au centre de cette affaire, on a retrouvé le JMG, et l'Union des journalistes médias guadeloupéens. Ça existe toujours? Ça existe toujours. Oui, je suis membre. Oui. Moi, j'ai interrogé le président officiellement sur ça. Je n'ai pas de réponse sur la question. Comme d'habitude. Bon, mais on avance. On avance parce qu'en début de semaine, on aura une réunion, une première réunion avec les confrères pour mettre en place un comité d'organisation, d'orientation, un COPIL, comme on dit, il y a un gouvernement technique, on va voir. Il y a des journalistes qui se sont engagés, il y a des médias qui se sont engagés. Et moi, je peux dire ici, il y a des médias comme CCN, comme ZCL, qui se sont déjà, engagés fortement pour porter cette affaire. Nouvelles étincelles, Nouvelle Semaine. Nouvelle Semaine aussi, oui. Mais bon, donc, je pense que nous tenons le bon bout, là, maintenant. En toute transparence, on va faire ça avec la Guadeloupe. Mais on a déjà fait ça. D'accord, il y aura cette manifestation, cet événement, mais ça devrait déboucher sur quoi? Quel est l'objectif? Alors, c'est ça la question. Moi, j'ai mes idées sur la question. Mais comme j'ai dit... On a souvent cette tendance de nous accuser, de mon côté, d'être un petit peu dictatorial, voulant imposer leur point de vue. Je ne suis pas de cette démarche. Je dis qu'on va définir ensemble. Alors, je crois que ce n'est pas la peine de faire des assises de la presse pour simplement parler, pour nous regarder et nous faire plaisir. Il faudrait construire quelque chose. Alors, moi, je vois plusieurs aspects. Comme j'ai dit tout à l'heure, il y a la question économique, le modèle économique de la presse en Guadeloupe. Quel modèle économique
pour faire exister une presse dans un pays limité, dans un archipel avec ses limites, avec un lectorat réduit, et avec, on le sait très bien, il n'y a pas beaucoup de publicité, en tout cas pour certaines presses. La publicité, dans un pays où économiquement les choses ne marchent pas bien, la publicité est réduite. Bon, mais on peut mobiliser les choses autrement. Donc, le modèle économique de la presse, c'est une question, à mon avis, sur laquelle il faut réfléchir pour savoir où on va, comment on va faire. Ensuite, il y a la question même de l'information, qui passe par les sources de l'information. Je me rappelle quand on a organisé ensemble. Oui, bien sûr. Tu étais à ce moment-là rédacteur en chef de Nouvelles Étincelles. Quand on a organisé le premier colloque des médias de la Caraïbe. Oui, oui, bien sûr. On a posé la question de cette affaire de sources d'information. Et on a fait une proposition qui était de créer ce qu'on a appelé à l'époque un BIC, un bureau d'information Caraïbe. Ça donne une sorte d'agence de presse dans la Caraïbe. Ça manque, hein? Ça manque, mais ça manque, parce que où est-ce qu'on prend les informations? Où est-ce qu'on pioche les informations? Bon, également des banques dans le domaine de la photographie, etc. Parce que nous sommes petits. Chacun ne peut pas avoir un service de photographie, un service... On prend un exemple concret. Hein. Une manifestation qui se fait, je pense, dans le Nord-Grand-Théo. Aujourd'hui, si l'Étincelle ne peut pas suivre, ou Nouvelle Semaine ne peut pas suivre, mais si un journaliste d'une autre média capable de rendre compte... Voilà, c'est comme ça. Donc, c'est la mutualisation. Oui. Nous, en Guadeloupe, je pense... nous avons une chance pour le moment. Nous ne sommes pas encore sous la coupe des puissances d'argent comme en France. Oui. En France, la presse est... Tu peux parler comme ça, c'est foutu. La France, ce sont les... Presse dominée. Oui. En France, ce sont les gros capitalistes qui ont pris le contrôle de la presse. On n'a qu'à voir dans cette affaire de guerre d'Ukraine comment ça fonctionne. Il n'y a qu'une pensée unique. Bon, il y a encore quelques presses qui résistent en France, c'est pas... Bon, nous avons encore cette chance. Notre presse n'est pas encore tellement pénétrée. Peut-être parce que ceux qui ont les moyens financiers ici, ceux qui sont dans le secteur économique, ne prennent pas d'initiative, ne sont pas courageux. Voilà. Ils ne sont pas courageux. Mais nous avons cette chance de développer une presse libre. C'est très important. Une presse libre qui ne dépendra pas de l'argent des capitalistes. Pas qui ne dépendra pas. On a besoin de leur apport. Oui. Parce que ce qu'on fait, c'est pour le pays. Bon, alors, j'ai dit, il y a cette affaire de sources d'information, de banques de données, etc., d'une agence de presse. Non? Et puis, je pense honnêtement qu'il y a aussi une question de formation. Aussi, la question se pose. Oui, il nous faut en Guadeloupe une école de formation et de perfectionnement au métier de journaliste. C'est indispensable. Tu ne peux pas avoir des journaux, des journalistes, s'il n'y a pas des gens formés. La plupart des journalistes en Guadeloupe, la plupart, je connais, sont arrivés journalistes, ils sont bons, hein, mais ils sont arrivés sur le tas. Sur le tas, oui. Sur le tas. Bon, la première école de journalisme qui a été créée, on se rappelle, c'est pourquoi je pense qu'on va y penser dans ces assises en Guadeloupe. À la région. À la région, avec Félix Poto. Et moi, quand j'étais président de la commission de la formation professionnelle et de l'éducation, on a mis en place une école de journalisme avec un organisme français. Tu as formé des journalistes La plupart des journalistes qu'on rencontre aujourd'hui, dans les télévisions publiques, radios publiques, etc., ils ont été formés à notre école. Hein. Tout à fait. Ben, évidemment, il faut avoir du courage pour reconnaître ça. Bon, il y a quelques-uns qui ont le mérite après de poursuivre, etc. Mais la question de la formation, il nous faut un centre de formation de perfectionnement. C'est même quand tu es formé, tu es journaliste, tu es ce que tu veux, mais si tu te perfectionnes surtout quand c'est un métier qui évolue beaucoup avec le digital. Ça a changé, ça a bougé avec le numérique, le digital, etc. Bon, les réseaux sociaux, ça demande quand même des spécialisations. Donc voilà, de mon point de vue, les assises devraient se pencher sur ces questions-là. Donc ça veut dire, question Céleste, que ça ira jusqu'à la région. Ils seront interpellés après ces assises. Avant des assises. Même avant des la assises. région doit nous accompagner dans la préparation de ces assises. D'accord. Absolument, absolument. Quand on mettra en place le comité, etc., on va s'adresser à la région. La région, quand même, est responsable à la fois sur le plan économique, à la fois sur le plan de la formation et de l'éducation. Le département aussi. La région a lancé, il faut le dire franchement, une étude sur la situation de la presse. Après Covid, confiée à un journaliste connu, excellent.
et qui a rendu un rapport. Et dans ce rapport, il était précisément question de poursuivre le travail pour aller, pour aboutir à quelque chose. Bon, c'est comme toujours, c'est resté au point mort. Donc, la région sera sollicitée pour nous accompagner dans la préparation, l'organisation de l'affaire. On verra bien. Mais également après, si on pose la question de la formation des journalistes, etc., c'est la région. Est-ce qu'on met en place une école de journalisme de perfectionnement ici? Alors, il y a à Pointe-Noire un lycée qui prépare BTS audiovisuel, etc. Pôle audiovisuel. Je rappelle que la question que je pose là, c'est pourquoi j'ai dit ça fait longtemps qu'on réfléchit à ça. Dès 1986, à la région Guadeloupe, on a posé comme une question cardinale avec Félix Poto, quand on est arrivé là, la question de l'information, de la communication, de l'éducation comme un acte fondal pour le développement du pays. Et c'est pourquoi on a créé la maison de la communication, qui n'est plus une maison de la communication. Oui, bien sûr. Qui est devenue un siège bis de la région. Mais c'était ça. C'est pourquoi on a créé, et on en parlera aux assises, parce qu'il faudrait faire l'historique. La première télévision libre qui a été créée en Guadeloupe, c'est la région. Télé Caraïbes, c'était. Et ça a donné des choses bien. C'est-à-dire que c'est la télévision qui disait que c'est une télévision où tu te vois, tu fais pour toi, tu vois. C'est-à-dire que... Et quand on a fait cette école de journalisme, parce qu'on avait constaté que la Guadeloupe n'était pas représentée dans les télévisions, radios d'État, et on ne nous voyait pas. À l'époque, on voyait quelques des étrangers, quelques Guadeloupéens. Donc, voilà. Donc, à mon avis, c'est une affaire très importante, très sérieuse. C'est pas un coup politicien. Parce que chaque fois qu'on fait quelque chose dans ce pays, on a toujours tendance à dire que c'est un coup politicien, c'est de la propagande, de la communication. Moi, je ne suis pas dans ça. Je suis dans la construction. Tout à fait. Je suis dans cette démarche d'aller dans le sens du pays Guadeloupe. Et c'est ça, les assises. Moi, j'ai donné mon point de vue. Mais je sais que beaucoup de journalistes, il y a des journalistes, des directeurs de presse qui m'ont appelé pour me dire non, on a des idées. Moi, j'ai des propositions à faire. OK, banco, on vient faire. Alors, dernier point, Christian Céleste, c'est cette manifestation qu'organise le PCG. Je pose une question juste pour vous provoquer un petit peu. Le PCG existe toujours? Ben, la preuve. J'allais dire, ce serait prétentieux de ma part de dire que je suis là. Mais je ne peux pas être le seul communiste. Non, le parti existe. Alors, ça dépend de comment on se situe. Si on se met à compter les militants, ou alors si on se met à compter le nombre d'élus, etc., alors on arriverait vite à dire que, bon, mais il n'y a pas de communistes. Bon, mais en réalité, ce qu'il faut voir, c'est l'apport politique d'une organisation dans sa société, c'est sa capacité à faire bouger les lignes, ce sont les propositions qu'il porte pour le pays. Et sous ce plan-là, moi je dis et j'affirme que le Parti communiste existe. Parce que le Parti communiste, ce n'est pas un ovni, ce n'est pas quelque chose dans l'espace. C'est un organisme qui travaille, qui réfléchit, qui construit, qui a des propositions. Actuellement, par exemple, nous avons lancé depuis 2021, 5 mars 2021 précisément, un appel aux Guadeloupéens qui s'appelait « Résister, c'est créer ». Et on a proposé dans cet appel-là de mettre en place ce que nous avons, nous nommé, qu'on peut changer, BIC APEP Guadeloupe, pour construire ensemble un projet guadeloupéen. Un BIC ouvert à tout le monde, tous les partis politiques, les associations, les entreprises, les syndicats. 5 mars 2021. Il y a eu Covid, il y a eu tout ça, OK. Les élections régionales et départementales sont passées par là, et comme chaque fois, ça a créé des désagréments. Et ça a créé des désagréments. Mais enfin, nous, on revient à la charge. On a relancé les organisations anticolonialistes, nationalistes, pour le moment, dans un premier temps. Ils sont les plus intéressés qu'elles disent au changement de situation. On les a relancés pour dire, écoutez, qu'est-ce qu'on fait? Dans cette situation de la Guadeloupe aujourd'hui, on voit bien ce qui se passe. On voit bien quelle offensive l'État français mène contre le peuple guadeloupéen. Une offensive brutale, cynique. On le voit dans l'affaire Clodo aujourd'hui, on l'a vu avec le chlordécone, on le voit avec l'eau, et puis on le voit aujourd'hui avec une question
qui était sous le brasseau, camouflé, et qui apparaît brusquement. Les eaux usées. Des années qu'on nous empoisonne, qu'on nous assassine. On nous parle de l'eau potable. C'est vrai, il y a un problème de potable. Mais les eaux usées qui pourrissent le pays, qui pourrissent les Guadeloupéens, rien, nada. Les élus guadeloupéens, nada. Personne n'en a parlé. Donc, l'État français, la DIAL qui est responsable de l'environnement, de l'ARS qui est responsable de la santé, motus, l'État français. Donc, il y a une offensive délibérée pour nous réduire au Guadeloupéen. Qu'est-ce qu'on fait? Alors, est-ce qu'on va rester chacun de son côté debout à se raconter des histoires, à se bomber la poitrine? Donc, nous avons relancé l'appel pour leur dire que, normalement, demain, je peux le dire ici, on a invité les organisations demain, 25 février, à une réunion pour examiner les conditions de mettre en place. Ça se fera où? Ça se fera aux Abîmes, à Taoubana, Taounaba, à Périn. Oui. Ça se fait là demain. On verra bien. Quelle heure? Ça se fait à 9h. 9h. On a convoqué. Oui. On verra bien. Bon, peut-être, bon. Mais on a convoqué, nous, communauté, on dit, écoutez, il faut qu'on parle. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on va laisser les choses? Chacun fait un petit coup, on fait un communiqué, on fait une déclaration, on fait des posts vidéo, on raconte des clous, on raconte des histoires et l'action. Maintenant, nous disons que face à cette volonté du pouvoir français de nous réduire à néant, nous devons, nous aussi, monter d'un cran. Voilà. Oui, donc réunion demain, 9h, Taounaba. Oui. Qui est invité rapidement? On a invité, moi je peux dire, on a invité le PLG, on a invité l'ANG, on a invité le FKNG, on a invité le CIPA, on a invité le GEBOA, on a invité, que je n'oublie personne, qui encore, tous ceux qui se réclament on a invité Petit Bout, le truc de Boussillon, l'association de l'association. D'accord. C'est-à-dire que tous ceux qu'on avait rencontrés en mars 2021. Oui, 3 ans après. Ah ouais, rien pas fait. Ouais. Bon, alors, maintenant, il y avait une question que tu m'as posée. Si demain soir. Oui. Alors, demain soir, à Saint-Claude, oui, il y a une grande réunion du parti, c'est-à-dire c'est l'Assemblée de renouvellement de l'engagement communiste. Hein? Mais là, on met ça sous le patronage de Rémi Nessouta. Pourquoi? Nous avons lancé en janvier un appel aux Guadeloupéens de leur dire, en 2003, avançons ensemble dans le sens du pays. Rémi Nessouta, comme et Cyril Servat, Rémi Nessouta avant Cyril Servat, comme Ozan Girard, symbolise cette idée-là, cette pensée du sens du pays. Et le sens du pays. Et donc, demain soir, ce sera sous le patronage de Nessouta, à Saint-Claude, à 18h30. Il y aura un exposé pour la présidente du comité Nessouta, un débat. Il y a un hommage aux communistes de la région de Bastille historique, les vétérans, 3 vétérans. Oui. Et le camarade Lada, que tout le monde connaît, un citoyen remarquable, bien sûr. Jean-Pierre Danois de Baïf. Oui. Et puis, il y aura Fred Alexis à Saint-Claude aussi. Donc, il y aura un hommage, enfin, ils seront à l'honneur. Et puis voilà, on fera ça, on discutera. Et puis ça va se terminer par là aussi dans le sens du pays, pour un cocktail dînatoire dans le sens du pays, sous l'égide du président de Glandor, Jean-Claude Glandor, qui est le président du gardien du patrimoine, etc. Voilà, c'est une soirée très intéressante, utile pour le pays. Moi, j'invite ceux qui peuvent venir à Saint-Claude. En quel lieu ça se fait? C'est le centre culturel de Saint-Claude. Merci Christian Céleste. Voilà, il est 14h, c'est fini pour aujourd'hui. Je rappelle qu'en début du ZCL, comme chaque vendredi, on a reçu Jacques Davila et Isma Rogonet pour parler de l'eau, tout ça, c'est le problème de l'eau, justement, et de la pollution qui continue. Ensuite, on a reçu Lorella Rinson, qui était l'invitée de Marilène Ferdi. On vient de terminer avec Christian Céleste. Sinon, on a parlé, bien sûr, de Sonny Wipper, puisque c'est l'anniversaire de sa mort, de sa disparition. Et demain à Cap-Essé, il y aura pour lui un hommage de la part de ses camarades, mais pas que, puisque Christian Céleste vient de nous confirmer qu'il sera là. Et puis, on a parlé aussi du carême, puisque ni mon en Guadeloupe qui a dit carême, ça bonne, d'autres monde qui a dit ça pas assez vieilli encore. Donc, on a entendu un micro-trottoir. Et puis, on a terminé avec la réaction de l'UTS-UGTG sur la décision de la Haute Autorité de Santé française qui dit, d'une part, que les vaccins, l'obligation vaccinale est levée, mais pour l'instant, les soignants guadeloupéens suspendus.
il va rester suspendu. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. On vous souhaite un bon week-end. Christian Céleste, merci d'être venu. Puis nous avons l'occasion de vous recevoir pendant cet appel pour la presse guadeloupéenne, pour faire avancer les choses, puisque nous avons dit que ZCL sera partenaire ainsi que CCN. On le dit publiquement et nous essayons pour progressivement faire avancer les choses avec vous. Et merci pour cette initiative. Voilà, il bout de plusieurs là. La réalisation était assurée par Yann avec nos 2 alternantes stagiaires et assistantes. D'un côté, Talina et de l'autre, Anne-Joanna, qu'on verra bientôt à l'école. C'est prévu. Mais oui, c'est prévu. On le fera. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Bon week-end. Merci beaucoup.